Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Claude-Yves Baume, sociopsychologue, secrétaire général du CEPSIA. L'année académique 2010 à 2011 poursuit ce qui a été réalisé les années précédentes. Comme vous avez pu le voir dans le programme, nous proposons toujours les 3 modules, la lecture des textes fondateurs de Freud, Jung et Lacan, qui sont enrichis par une demi-douzaine de séminaires dont les thématiques abordées varient d'une année à l'autre. Cet ensemble de séminaires constitue une réflexion globale et une recherche approfondie des thèmes abordés. Ces variations expriment combien le CEPSYA est au diapason des développements des connaissances scientifiques, et ce en harmonie avec l'esprit et la lettre de la convention qui le lie à l'Université libre de Bruxelles, ULB, et des besoins des institutions qui interpellent les compétences des membres du Centre d'études sur la psychanalyse CEPSYA. C'est ainsi, par exemple, que des procès d'assises comme celui de Geneviève Lhermitte, 30 novembre 2008, meurtrière de ses 5 enfants, et des modifications législatives interpellent effectivement ces compétences. Le fait de la perspective de la reformulation dans le chapitre du Code pénal propre aux causes de justification et d'excuse, à partir du 1er janvier 2012, de l'article 71 du Code pénal, concernant l'évaluation de la responsabilité pénale du prévenu et de l'accusé au niveau de l'administration de la justice pénale, et l'entrée en fonction depuis février 2007 du tribunal d'application des peines, présidé par un magistrat professionnel, mais souhaité pluridisciplinaire dans son activité, ont fait que le séminaire relatif à épistémologie et criminologie a consacré ces séances de l'année académique 2009 à 2010 et 2010 à 2011 à l'utilité de l'expertise psychanalytique dans l'exercice de l'administration de la justice pénale. Et que le séminaire sur la transdisciplinarité a envisagé les rencontres entre psychanalyse et autres disciplines scientifiques, qui sont parties prenantes dans l'activité des diverses institutions du fonctionnement sociétal. J'aimerais insister sur 2 points. Tout d'abord, le centre existe depuis 23 ans, et il reste dans une dynamique évolutive. Ensuite, le CEPSY est finalement le seul centre européen ouvert à tout le champ de la psychanalyse en transdisciplinarité avec les autres savoirs. Ces 2 éléments sont l'essence même du centre, ils en sont les fondements et les buts. Les visiteurs étrangers que nous avons reçus à l'occasion de rencontres et de colloques nous ont toujours affirmé qu'un centre de cette envergure ne pourrait pas se créer chez eux. L'éclaircissement vient de là, nous sommes à l'ULB. Le libre examen interdit tout argument d'autorité. Nous sommes dans l'humain et l'humain ne se réduit pas à des points précis, il est dans une distribution gaussienne. Pourquoi avons-nous choisi le thème de ce colloque ? Le colloque de cette année reprend la psychanalyse et la sociologie au regard de la précarité. Nous partons d'un postulat. La précarité inclut une forte incertitude quant au fait de conserver ou de récupérer une situation acceptable dans un avenir proche. La précarité est aussi une situation subjective et relative au sein d'une société donnée, et même d'une culture à l'autre. De nos jours, la plupart des personnes changent plusieurs fois dans leur vie d'emploi et ou de partenaire. Nous sommes à l'ère de la flexibilité qui provoque une insécurité grandissante. Cette insécurité amène une certaine aversion, voire de la peur face au risque et une résistance au changement. Pour certains, la recherche d'une relative sécurité se construit à travers la sécurité sociale et les droits qu'elles ouvrent. Les conséquences en sont souvent le repli sur soi, le sentiment d'une dévalorisation personnelle et la cohorte des souffrances sociales et psychologiques qui l'accompagnent. Afin de concrétiser ce qui précède, je peux signaler que l'année 2010 a été proclamée par le Parlement européen l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette année doit s'inscrire dans la continuité du processus d'inclusion sociale, dont les priorités ont été définies dans le rapport stratégique en matière de protection sociale et d'inclusion, 2008 à 2010. Elle doit tenir compte des priorités proposées par la présidence belge en 2010, à savoir assurer le revenu minimum de protection sociale, lutter contre le sans-abrisme et permettre l'accès à un logement durable. Rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté, pauvreté de génération en génération, pauvreté des enfants, multidimensionnalité de la pauvreté. Tout ceci s'inscrit dans une campagne européenne.
Il faut savoir que 80 millions de personnes sont menacées de pauvreté dans l'Union européenne, soit 17% de la population, dont 19 millions d'enfants. Comprenons, quasiment 2 personnes sur 10, sans compter ceux qui vivent déjà la pauvreté. Ce que je viens de dire montre combien la précarité est prégnante. Et comme vous l'entendrez tout au long des exposés de ce colloque, combien la créativité des services sociaux, aussi bien privés que publics, est mise à contribution. Sans vouloir faire l'historique ni la nomenclature de tous les services existants, songeons que ce n'est seulement qu'en 1960 qu'a été créé le secteur psychiatrique de manière à pouvoir sortir de l'enferme toute une série de personnes, actuellement traitées en ambulatoire. Dans tout tissu social, il y a toujours des trous. À titre d'exemple, permettez-moi de vous conter un fait que j'ai pu observer dernièrement. Je me trouvais dans une brasserie où mangeait seule une dame d'un certain âge. Sa tenue vestimentaire et son allure trahissaient d'une certaine manière sa précarité. Soudain, elle éclate en sanglots et s'exprime avec vigueur dans tout l'établissement. Les tenanciers ne peuvent la calmer, leurs propos eux aussi trahissent un mal-être et une détresse. N'en venant pas à bout, les tenanciers décident d'appeler la police, qui quelques minutes plus tard sortent cette dame de l'établissement. Est-ce le rôle de la police? Quelle autre alternative avaient les tenanciers? Quelles sont les lacunes de notre système? Tout ceci soulève bien évidemment encore d'autres questions. Il y en a une que je désire tout particulièrement souligner. Les sacro-saints principes auxquels on ne déroge pas, notamment, je ne peux pas faire le bien pour l'autre, autrement dit, aucune instance ne peut prendre en charge quelqu'un qui ne le demande pas. Ce point amène encore une réflexion. Si je ne demande rien mais que je dérange mon entourage, que je refuse de me soigner alors que j'en aurais vraiment besoin, il n'y a pas de structure pour m'aborder et tenter de résoudre avec moi ce refus. Nous nous trouvons ici, devant une problématique compliquée, puisqu'il y a un énoncé et non pas une énonciation. À l'heure actuelle, les commissariats de police rencontrent des gens qui viennent leur apporter leur énoncé avec lequel ils ne peuvent rien faire, comme s'il fallait trouver une autorité pour trancher. C'est aussi d'ailleurs bien souvent toutes les personnes confrontées à ce genre de problème. Ces demandes n'arrivent pas aux services sociaux qui eux attendent une énonciation. C'est un peu comme si ces personnes n'étaient plus à même de dire de quoi ils se plaignent. Adolescence errante et toxicomanie. Olivier Douville, psychanalyste, maître de conférences, directeur de publication de la revue Psychologie Clinique. Olivier Douville, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce colloque. Je vais articuler plusieurs points, et j'y ai prévu au fur et à mesure de ce que je vais dire, de réagir aussi sur ce que j'y ai déjà eu le bonheur d'entendre lors de ce colloque. Je me présente, je suis psychanalyste et j'y ai gardé des consultations dans un milieu hospitalier également, à l'établissement psychiatrique spécialisé de Ville-Évrard, c'est dans la banlieue de Paris, dans l'est de Paris, où nous avons mis en place un centre d'accueil pour adolescents, et puis enfin, grâce à mes amis Charles Burkel, Éric Messens que je suppose vous êtes assez nombreux à connaître, j'y ai été invité pour une formation et un travail sur le terrain dans le cadre de leur association Terre Rouge à Cotonou. Terre Rouge fait lien entre les divers professionnels et institutions qui ont pour tâche l'amélioration du sort sur des adolescents qui sont à la rue, ce qui me permet de prolonger un certain nombre de considérations théoriques et pratiques que j'y ai développées dans la mise en place, puis le suivi, d'un SAMU social au Mali, avec le concours du SAMU social international présidé par Xavier Emmanuelli. La plupart du temps, les difficultés que rencontrent les équipes dans leur volonté souvent précipitée au nom de l'urgence, terme alarmant mais mal pensé, les difficultés qu'elles rencontrent donc tournent autour de la toxicomanie de ces jeunes. Comment les faire décrocher de la rue? Devient une question qui recouvre au point même de la doubler une autre question. Comment les faire décrocher de la drogue? Très souvent au départ, les équipes sont un peu réticentes à accepter l'apport d'un clinicien français, mais qu'est-ce qu'un psychanalyste peut apporter à des équipes avec une telle différence culturelle? Et puis, on se rend très vite compte que ce que ces jeunes mettent en avant dans leur façon de se présenter à nous n'est pas tant que cela un code culturel traditionnel reçu par eux et par eux accepté, mais plutôt une réalité commune symptomatique propre ou que ce soit à toutes ces situations sociales, anthropologiques et cliniques de la désaffiliation et de l'errance. Reste intact le défi de situer ce que je peux apporter.
Il y a toujours un risque au fond si on vient dire « Voilà comment il faut mener un entretien. Voilà comment il faut accompagner ». Il y a toujours un risque de faire naître dans les équipes auxquelles on parle, qui font appel à nous, l'idée que sans nous elles seraient incapables de nouer du lien. Alors ça, c'est très dangereux. Au fond, peut-être que l'apport que j'ai pu mettre en place, au-delà des inventions de dispositifs généralement simples, ce sont des dispositifs mobiles, c'est très simple à comprendre, ce que j'y ai pu apporter c'est une dédramatisation. Ce qui n'est pas du tout une insouciance, mais une dédramatisation, c'est-à-dire que par exemple j'ai pu poser les bases d'une clinique psychosociale claire qui refuse tous les poncifs de la victimisation. L'errance, l'exclusion ne sont pas des maladies, ce sont des situations sociales graves, mais comment aborder un errant, toxicomane de surcroît, sans également supposer qu'il y a des fonctions psychiques de l'errance et qu'il y a de même des fonctions psychiques de la toxicomanie, il y a des fonctions psychiques de la coupure avec autrui, que ça ne se réduit jamais à un tableau de perte sèche. Et je pense que c'est cela que nous apportons. Mais alors ça implique aussi pour le psychanalyste d'être très exigeant vis-à-vis de sa doctrine, et de ne pas tout de suite être dans la fascination pour le sujet, sans le sujet réduit à un quia, le sujet réduit à zéro, être dans la fascination pour un usage très plat de ce concept de la pulsion de mort, réduit à la pulsion de destruction. Ce genre de pathos conceptuellement débile nous rend le plus souvent complètement aveugles et sourds à ce qui s'obstine et se crée, du côté d'Eros aussi, dans les situations de grande exclusion. Je pense que c'est plutôt quelque chose de ce pari du sujet, de ce pari de la vie psychique que j'y ai pu amener, et qu'il ne s'agit en aucun cas de superviser des équipes ou de leur apprendre à être dans le contact humain ou dans le lien humain, ce qui évidemment ne s'apprend pas. Il s'agit de proposer un levier pour soulever le monde de la relation possible, mais pas d'apprendre ce qu'est la relation. Maintenant, ce préambule étant un petit peu posé, je vais proposer de petites pistes concernant ce que nous appelons la toxicomanie. C'est un drôle de terme du reste, la toxicomanie, ou pire encore l'addiction, parce que si le sujet se drogue pour se soigner, on ne peut pas dire que la toxicomanie soit un fait qui permette de distinguer une structure psychique, névrose, psychose, perversion. Donc il n'est pas très facile de parler de toxicomanie. Et ce qui généralement légitime ce terme, ce sont des inventions institutionnelles, c'est-à-dire l'existence de centres de soins spécialisés. Ça donne une consistance au terme de toxicomanie qui n'a pas toujours une réelle consistance clinique. C'est plutôt une consistance institutionnelle, ou plutôt une réalité institutionnelle, une émergence de dispositifs institutionnels, qui va donner une consistance à un certain nombre de mots, la grande exclusion, la toxicomanie, etc., qui n'ont peut-être pas une très très grande consistance clinique. Ce qui a une consistance clinique, c'est d'essayer en revanche de faire le pari du sujet. Par exemple, travailler sur les fonctions psychiques de l'errance, sur les réactions psychiques à l'errance, sur les réactions psychiques à l'exclusion, sur les fonctions psychiques de la toxicomanie, ça peut donner une consistance pour pouvoir mieux travailler. Il n'y a pas de culture sans drogue, ça n'existe pas, et le pharmacone est la définition princeps, peut-être parce qu'antique, de la drogue. Le pharmacone, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance qui relie à une autre scène. On en a une définition très simple dans un dialogue de Platon, qui s'appelle le Phèdre, où Platon essaie de classer les délires qui sont envoyés par les muses, qui sont envoyés par Bacchus et un certain délire envoyé par le vin. Le vin, c'est vraiment le pharmacone qui permet au sujet de camper dans l'autre scène, qui est nécessaire à la scène sociale, non pas parce qu'elle en serait le reflet ou le duplicata, mais peut-être son point de fuite, sa transcendance, son absolu. Et l'on retrouve une conception laïque du pharmacone dans le texte fameux d'Aristote, Problème 31, L'homme de génie et la mélancolie, où Aristote, pour comprendre les réactions du mélancolique, soumis aux excès ou aux défauts de la bile noire, fait un parallèle avec le vin. L'homme ivre, l'homme mélancolique, se comporte à peu près de la même façon, à cela près que ce parallèle n'est pas seulement pharmacologique, à cela près que ce parallèle ne vise pas simplement à désigner une substance, mais pose la question de la communauté. Que fait la communauté avec un homme ivre ? Que fait la communauté avec un mélancolique ? En voilà le double aspect du pharmacone. Je ne vais pas détailler ces textes, je ne suis pas venu pour ça, je n'ai pas le temps, mais on voit le double aspect du pharmacone. 1. Relier le sujet à la transcendance, 2. Poser le problème à la communauté sociale qui entoure le sujet.
Est-ce que nous sommes encore dans une perspective du pharmacone? Il se peut très bien que non, et ce depuis que le monde occidental a connu une réversion de son universalisation, son discours de la médecine à prétention scientifique et expérimentale, mais il y a une autre version, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire le rapport industriel à la fabrication des objets et à la mise en ordre du corps dans cette fabrication des objets. On sait très bien que lorsque le monde industriel a connu sa première grande révolution, ce n'est pas la version capitaliste qui date de la Renaissance, mais la révolution de la machine, avec les textes de Drevet dont s'est formidablement inspiré Karl Marx. Des mouvements littéraires ont fait l'apologie de cette autre scène du corps qui n'est pas l'automate appareillé par la machine, mais le corps délié, enivré de la scène du songe et du retrait psychique parfois hypnotique. De tels mouvements littéraires, on les trouve par exemple chez Thomas de Quincey dans les Confessions d'un mangeur d'opium, chez Baudelaire, chez Nerval et un petit peu chez Stendhal, auteur également d'un formidable pamphlet contre la rationalité industrielle, et aussi chez Théophile Gautier. À ce moment-là, la drogue apporte une autre scène, une scène finalement d'un corps intact, d'un corps d'avant, d'un corps du rêve. La drogue relie le sujet non pas seulement, non plus du reste à la scène du divin, mais peut-être à l'autre scène, cette scène des songes, qui apparaît comme l'objet bon à connaître dès lors que l'Occident devient industriel et mécanisé, cette scène des songes qui va occuper énormément les esprits scientifiques ou curieux, les magnétiseurs comme les neurologues. Et il y a bien là un creuset dont la psychanalyse est issue, à mesure qu'elle a su y faire rupture rationnelle, aller chercher un lieu de l'appareil psychique qui redonne une autre scène. Je pense que nous sommes arrivés maintenant à un autre usage de la toxicomanie, qui n'est pas l'usage où la drogue apporte le rêve, ou apporte à l'appareil psychique la nostalgie d'un temps où elle ne serait pas soumise aux impératifs mécaniques de production du corps, mimétiques et répétables, comme le disait Walter Benjamin. Il s'agit plutôt d'un usage de la drogue qui correspondrait à une crise des idéaux. Je n'ai pas envie de dire une défaite ou une ruine des idéaux car rien n'est plus facile aujourd'hui que d'utiliser la psychanalyse pour crier à la fin du monde. Symbolique because papa ne fait plus la loi, et tout ça c'est de l'idéologie compacte et tout à fait térébrante pour la pratique. Mais quelque chose où des pans entiers du corps social perdent toute perspective idéaliste de son histoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une perte du rapport au temps, ça ne veut surtout pas dire qu'il y a une perte des facultés d'anticipation. C'est autre chose. On n'a pas tout de suite besoin d'aller chercher le socle le plus désespéré pour comprendre ce qui se passe. Mais il y a une perte collective, des mises en perspective idéalistes de l'histoire. J'ai là en mémoire toute fraîche ce que nous disait hier matin mon ami Jean Furtos, qui distinguait à très juste titre selon moi, ce qu'il en est de la pauvreté de ce qu'il en est de la précarité. On peut tout à fait considérer qu'il y a des gens pauvres ou défavorisés, que maintenant on ne sait plus dire exploiter, alors on dit des tas de choses qui évoquent plutôt l'assistanat que la révolte, mais il y a peut-être encore, on a tôt fait de l'enterrer, peut-être que ce n'est pas si simple, une culture ouvrière. À preuve quand même des choses qu'on entend dans les manifestations, ça bouge en France. Est-ce qu'il y a une culture de la précarité, au sens d'une culture qui renverrait à une perspective idéaliste de l'histoire? Là aussi, soyons un petit peu plus clairs sur le mot qu'on emploie. Il y a une vie sociale dans la précarité, c'est indéniable. Nous ne gagnons rien à faire rentrer le sujet précaire dans la catégorie momifiante du sujet sans. J'avance même que à la situation de précarité, fait redouter à quiconque le risque de devenir un sujet sans, c'est-à-dire que des personnes en précarité mettent encore en place des procédures sociales de dons, de dettes, d'échanges, d'assistance, mais elles doutent que ces procédures puissent être authentifiées, puissent prendre goût à la longue durée, faute au fond peut-être d'une organisation sociale, mais également d'une organisation d'écoute, d'accueil, de soins, accompagnement, qui reconnaîtrait cette petite solidité de la vie sociale qu'entre eux on les exclut ou les précaires. Je parle là d'une vie sociale minimale dans une communauté humaine minimale mais non désœuvrée, et qui me fait penser parfois à ces gigantesques ponts de lianes que nous trouvons au nord des forêts de la Côte d'Ivoire, qui sont des gros câbles qui s'imbriquent sur des câbles moyens, et c'est soutenu dans l'espace par des lianes filiformes un peu comme des cheveux d'ange. Eh bien, supposons tout à coup que chacune de ces grosses lianes se mette à éprouver, je ne suis tenu par presque rien, et vous verrez vaciller ces édifices. Je reviens à la fonction du pharmacone,
qui est de plus en plus utilisé lorsque le sujet perd toute perspective idéaliste de son histoire. Qu'est-ce qu'un psychanalyste pourrait dire de cela, en s'éloignant salutairement d'une vision culturaliste ou sociologique? Il ne pourrait dire quelque chose de cela, qu'en parlant du rapport du sujet au corps et à la parole. Voilà exactement le point où nous en sommes, à cela près, et encore soyons prudents, qu'imposer à des équipes de se muer en hypercliniciens du rapport de chaque sujet au corps et à la parole finit par avoir un effet de cécité, où l'on ne voit plus ce qui se passe entre les personnes, tout juste y voit-on, en exagérant parfois la dimension de transfert, ce qui se passe entre l'individu et celui ou celle qui le soigne. Aussi bien envisagerais-je, pour livrer cela à la discussion, que le troisième état du pharmacone, pas relié à l'absolu, ni même relié à l'autre scène, qui est un état je dirais pratiquement d'automédication. Quand on dit automédication, on rajoute tout de suite sauvage, alors qu'il y a quand même des rituels, enfin disons des habitudes parce qu'il faudrait aussi distinguer l'habitude et le rituel. Les états d'automédication sont là pour permettre au sujet de supporter le corps et pour ne plus avoir à le traîner. Ça peut être tout à fait intéressant, enfin ça peut être, parce que ça amène effectivement à entendre tout ce que ces jeunes ou ces adolescents disent de pourquoi on prend de la drogue. Je vais vous donner comme ça une anecdote. Je vous emmène avec moi, si vous voulez bien, à Bamako. Il y a beaucoup de gens dans la rue, c'est une ville pauvre. Mais parmi ces gens dans la rue, vous voyez des adolescents à l'abandon. On va tout de suite poser sur cette réalité complexe une étiquette pathétique, les enfants des rues. Il n'y a pas que des enfants, ils ont 15 ans en moyenne quand même. Si je remarque un peu où ils sont, très artificiellement sans doute, je distinguerai 3 topos, 3 sites, et je le fais en phase avec l'énoncé que j'y ai proposé aux organisateurs de cette rencontre, en lien avec les usages des toxicomanes de notre groupe. Le vendredi, c'est le grand jour de la prière. Il y a énormément de musulmans, quelques catholiques à qui on fout la paix, mais il y a énormément de musulmans évidemment. Eh bien, il y a là des groupes d'enfants qui vivent là. Certains ont quitté les écoles coraniques où ils étaient maltraités. Il y a quelques jeunes filles en errance, et ces adolescentes, ces jeunes filles restent toujours sur cette place. Et sur cette place, il y a effectivement les adultes qui se regroupent, surtout le vendredi. C'est aussi à tout le moins l'usage social de montrer son attachement à la religion ce jour-là. Et puis, il y a les groupes de mendiants. Ces jeunes sont toujours pris par la parole des adultes, non que ce soit une parole extrêmement bienveillante, non que ce soit une parole extrêmement douce. Ils ne sont pas bercés par la parole des adultes, ils peuvent même se faire, passez-moi l'expression, copieusement engueuler, ils sont pris par la parole des adultes. Et là, l'usage de la drogue est relativement faible. Ils font de cette drogue ce que fait le sujet moderne. Ils prennent un petit peu de colle pour s'endormir, un petit peu d'amphétamine pour faire leurs activités, c'est-à-dire qu'ils ont leurs horaires précis, c'est à peu près 35 heures pour aller faire la manche. Ils ont leurs horaires précis pour aller faire la manche au nom de la miséricorde divine et de la bonté du cœur des hommes. Pour la première invocation, on n'en sait rien, pour la seconde c'est très nettement exagéré. Mais enfin, ils font comme ça leur petite balade. Quand j'ai demandé à un de ces jeunes pourquoi il ne se promenait pas avec sa boîte de conserve un jour de fête nationale, il m'a dit « Mais tout le monde est en congé ce jour-là. C'est tout à fait international. » J'ai demandé à ce qu'on appelle un grand exclu « Pourquoi vous ne faites pas la manche le dimanche ?» Évidemment, il y aurait un jeu de mots, la manche le dimanche. Mais enfin, le dimanche on ne travaille pas, monsieur. Fut la réponse. Alors vous voyez que le social, il est là aussi. Maintenant je prends une deuxième scène très simple. Là, je vais me retrouver ailleurs. Il y a de la présence humaine, mais c'est de la présence qui ne fait que passer ou qui s'est estompée. Une trace, pas même un souvenir. Une inflexion, mais pas tout à fait une présence. Que sont ces lieux ? Les petites bretelles d'autoroute. Une autoroute au Mali, ça fait 5 km. Mais quand même. Tout à coup, la voie est goudronnée, elle est large, puis il y a une petite rampe. Et là, le sujet se met contre cette rampe. Ou les gares routières, mais pas au milieu de la gare, à 100 mètres, là où on voit partir ou rentrer les camions, tout près, trop près de la voie de chemin de fer. Et là, on voit l'humain, on est intéressé par l'humain. Mais il semblerait que les objets de l'humain, façonnés par l'humain, pétris par l'être humain, soient réduits à des bolides, propulsés par la vitesse.
Le jeune errant voit quelque chose de la puissance de l'humain, mais c'est une puissance qui échappe, qui semble trouver dans son propre mouvement l'énergie qui la propulsera sans relâche. C'est une réalité avec laquelle il ne s'agit pas de faire négoce. Pour vous donner un exemple très rapide. Le sujet qui, lui, prenait énormément d'amphétamines, qu'on appelle là-bas les bérets rouges parce que ce sont pratiquement les mêmes amphétamines que prenaient les militaires américains au Vietnam, qui a une grave crise de palu, que j'emmène dans un centre pour le soigner, une petite clinique, et qui dans ce centre ne mange rien, refuse toute nourriture. Ce type est un colosse assez impressionnant, avec une expression toujours figée. Et là, il refuse toute nourriture. Et on m'a dit, on a un cas d'anorexie. Oh là là, formidable. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé là? J'étais sans doute l'occidental pétri d'une science pédante, et il fallait bien lui parler dans son sabir. Je vois cet anorexique. Il refuse toute nourriture. Et donc je lui demande, j'avais un assez bon contact avec lui, je lui demande, mais qu'est-ce que tu manges quand tu es dans la rue? Il dit, je mange ce qui tombe. Le type va le soir près du marché, il mange ce qui tombe des étals, ce dont personne ne veut. Je commençais à piger. Je lui ai proposé cela, je lui ai dit, écoute, tu veux dire que ce que tu manges, les grands, on dit les grands là-bas, n'en veulent pas? Il mange ce qui est le moins possible marqué par la bonne attention de l'autre. Ce n'est pas le surplus au sens où ce serait le luxe, c'est vraiment qu'il ne peut absorber que ce dont l'autre ne veut plus. Voilà pourquoi peut-être il est dans ce lieu où on le soigne pour son paludisme, où on le soigne. Premier temps, il ne bouffe pas bien sûr. Mais après, dans ce lieu il faut le garder, il faut le faire régresser. On a beaucoup moins d'embarras bureaucratique au Mali qu'en France quand on dit des trucs pareils. Et là, il commence à être touché et il accepte la nourriture. Et pendant 2 jours, il va faire du méricisme, c'est-à-dire qu'il va bouffer, recracher, bouffer, recracher. Et c'est là peut-être où il a quelque chose à dire à des équipes qui tout de suite, très facilement vont s'accuser. Nous sommes une mauvaise équipe. Nous ne pouvons pas le nourrir. Nous sommes une mauvaise équipe. La cuisinière était complètement déprimée. Là, petit rappel. Dans les centres, il y a 2 personnes importantes, ce n'est pas le psy. Les personnes importantes dans les centres, c'est le chauffeur parce qu'il a la puissance pour faire tourner les camions, et la cuisinière. Les gosses peuvent emmerder tout le monde, le chauffer et la cuisinière, tranquille, une paix royale. Donc la cuisinière était complètement effondrée. Et moi j'explique à l'équipe, j'essaie de comprendre. Je leur dis, regardez son visage. Est-ce que ça a changé? Oui, il nous regarde. C'est formidable. S'il vous regarde, c'est formidable. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Oui. Il ne se présente plus à l'autre, pétri de sa peur et se défendant de sa peur en foutant une peur panique à l'autre. Ça veut dire que peu à peu, le trou du visage est devenu ce que psychanalytiquement on peut appeler une bouche. En psychanalyse, on ne dit pas simplement le trou du visage, comme on pourrait dire le trou d'un évier ou d'une baignoire qui absorbe l'eau. Non, le trou du visage, c'est une densité pulsionnelle, corporelle, un corps psychique qui est capable d'absorber, de recracher, mais également de dire, également d'entendre. Et plus ce type acceptait de se faire nourrir humainement, et plus il entendait, mais je dirais au sens le plus simple et élémentaire du terme, plus il arrêtait d'être assourdi par sa propre voix. On voit un certain nombre de ces sujets qui, lorsqu'il n'y a pas une réponse adulte humanisante, se retrouvent dans les coins les plus désespérés qui soient de la géographie urbaine. Ce n'est pas la ville comme jungle, comme le disait si bien Upton Sinclair dans ce roman qui a tant impressionné Sigmund Freud, c'est la ville comme friche. Ce que l'anthropologue Marc Auger désignait comme des non-lieux, et que j'ai entendu, j'en ai parlé avec lui, des endroits où le sujet n'a pas beaucoup de chances de se donner lieu, les parkings, et encore, les no man's land entre la ville et l'aéroport, les terrains en friche, mais peut-être des terrains en friche par exemple, et là je retourne en Europe, où frémit encore une mémoire. Oh combien d'errants ai-je vu se regrouper auprès des usines désaffectées, aux portes enfoncées, aux carreaux cassés. Mais il y a peut-être 30 ans de cela, non pas même leurs parents mais leurs grands-parents avaient été des héros du lieu, des héros de la classe ouvrière, des héros de la classe syndicale, ô combien, parenthèse, je reviendrai ces autres lieux, de familles migrantes maghrébines ont du mal à faire passer à leurs enfants, la 3e, 4e, 5e génération comme on dit,
que les grands-parents qui pour certains étaient aussi en France et pour certains y ont joué des rôles éminents identification de leurs camarades français, en étant des figures de proue des luttes syndicales. Nous sommes aussi dans des figures erratiques et pourtant insistants du transgénérationnel. Mais d'un effet de génération cassée en raison d'une telle stigmatisation de l'étranger, que tout étranger se vit réduit à la condition précaire du primo-arrivant quand bien même un certain nombre de ses ancêtres se sont illustrés dans la mémoire active de la communauté au sens large, et cela peut être la communauté urbaine ou la communauté ouvrière. Je clôt là la parenthèse, et je reviens à Bamako, au cœur de cette troisième accent aigu hétéroptopie qui concentre ces lieux de friche où frémit peut-être encore quelque chose d'une mémoire. J'use à dessein de cette notion d'hétéroptopie que j'emprunte à Foucault, car il ne s'agit pas simplement de lieux que l'on repère comme des enclaves sur une carte. Ce sont des topos qui voient leur fonction différer dans le temps. Ici, de grands lieux de production ou de lutte deviennent des lieux à peu près vidés de mémoire, mais sur lesquels les jeunes se fixent, stoppent leur errance, au plus près de ce qui résiste à l'effacement. Ces espaces dont on supposera qu'ils sont choisis comme habitat, sinon comme demeure, sont des espaces de rupture avec le temps et l'espace réel. Bien entendu, toute clinique psychosociale concernant la territorialisation marginale de tels espaces doit prendre en compte les fonctions psychiques qui s'y conservent et peuvent donc s'y jouer, et le coût psychique que cela représente pour le sujet que délire de tels espaces comme le lieu où se réfugie ce qui lui reste d'intimité. Dans ces topos-là, l'usage des drogues est un usage extrêmement préoccupant. Alors là, plus qu'ailleurs, faisons de la clinique et n'abîmons pas notre talent à entrer et à rester en lien pas d'enquête en allant vers ces jeunes avec tout un jeu de questionnaires tout fabriqués prenant captifs ces errants, du genre d'enquête que bien des ONG veulent refiler aux travailleurs de terrain pour faire sérieux. Remarque abrupte peut-être, nécessaire oui. Soyons concrets. S'il arrive à quiconque de l'équipe de demander à un groupe de jeunes « Qu'est-ce que vous pensez de la drogue ?» La réponse sera que la drogue, c'est vraiment pas bien, que ce n'est pas le truc à faire, qu'il ne faut pas ce shooter. Je traduis tout de suite. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec tes questions? Ne veux-tu pas me foutre la paix? J'ai dit ce qu'il fallait pour que tu t'en ailles. En revanche, si le clinicien, le travailleur social ou l'infirmier, si chacun d'eux aborde la conversation par un autre biais et pose par exemple la question « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui prennent de la drogue et se mettent en danger ?» Alors la réponse est tout de suite là. Oui, nous on sait faire, sujet moderne. On sait prendre de la drogue pour s'exciter quand on a un travail à faire. Donc la drogue, c'est ce qui permet d'arriver dans des activités qui sont toujours des activités à plusieurs. Et de la drogue quand il faut arrêter. Mais disent-ils, certains parmi nous n'ont aucun usage. Ils prennent tout le temps la même chose, soit l'amphétamine, soit le solvant. Et ceux-là oui, disent-ils, sont en danger. Faites quelque chose pour eux. Donc 3 topos si vous voulez. Le lieu où le sujet rencontre la présence active par la parole d'une communauté humaine mendiante. C'est intéressant le mendiant, c'est qu'il n'a pas cédé sur la demande et qui de plus, fait de l'exercice de cette demande un acte social qui a une définition culturelle forte, à savoir que donner l'aumône est un des 5 piliers de l'islam. Donc une première communauté d'enfants qui s'accroche à un exercice de la parole humaine, qui n'est pas lyrique, mais c'est fondamental. C'est une parole humaine qui, d'une part, exprime de la demande, d'autre part exprime des réprimandes. En d'autres termes, elle coule la figure du surmoi à la figure de l'idéal. Et voilà que ces jeunes, ils sont sous la houlette de ce groupe de mendiants qui les tolèrent. Ils ne vont pas les aimer, laissons ça aux humanitaires, les humanitaires aiment, ils ne font que ça, ils croient même qu'ils aiment, qu'ils éduquent à la place des autres. Eh bien oui, on a de la sympathie pour ces adultes qui les tolèrent, parce que d'une certaine façon ils leur foutent la paix. Pour ce groupe-là de jeunes errants, l'usage de la drogue est un usage. On ne peut presque pas dire que c'est une addiction. L'autre groupe, c'est un groupe médian. L'humain est désespéré, mais c'est plutôt le grand chagrin qui ne s'incarnera autrement que comme un passage ou comme une violence. Mais on supporte encore ce passage et cette violence. L'usage des drogues est plus fort. Et dans un troisième lieu, l'humain tel qu'il est ici et maintenant aujourd'hui, ne peut faire qu'intrusion. L'humain j'entends, l'adulte humain ne peut faire qu'intrusion. Il n'y a plus moyen de porter une parole vers cet autre adulte. Et là, l'usage des drogues est monolithique et constant, et les sujets sont tout à fait en danger.
Donc vous voyez que par exemple, sous un terme aussi larmoyant, chatoyant et creux que enfant des rues, ou même exclu, encore un terme très creux parce que qu'est-ce que c'est qu'exclu ? Entre le clochard qui fait un cotard, le môme qui se shoot à mort, celui qui a peur de perdre son emploi, trouver un point commun c'est très très difficile. Et c'est pour ça que Jean Furtos nous a parfaitement ouvert les oreilles, je dirais, en pointant la dimension d'auto-exclusion qui est à la fois, tu vas me dire si j'y ai bien entendu, un point de bascule inquiétant, et peut-être un état encore plus inquiétant. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette notion de point de bascule. Là, se voit très bien l'usage des drogues, mais que je ne veux pas appeler toxicomanie et encore moins addiction. Parce que ce genre de mots flous et mode, cela veut tout dire. On est addictif au sexe, on est addictif au jeu, addiction, ça veut tout dire et rien dire. On voit très bien que l'usage des drogues, c'est l'usage d'un pharmacone qui va peut-être, pour le sujet, lui permettre de se débarrasser du poids et de l'énigme d'avoir un corps psychique pour le remplacer par un corps somatique, continu, massif et déqualifié. Le corps devient absolument empaqueté dans le produit, ce qui est du reste conforme à la logique marchande de fabrication des objets, et l'affect d'une certaine façon est haï en tant qu'affect. C'est un paradoxe du reste, parce que si l'affect est haï en tant qu'affect, c'est qu'il reste un trognon de l'affect qui s'appelle la haine et sur laquelle je voudrais bien dire quelque chose. Remplacer le corps psychique par le corps organique, c'est une formule, en tant que telle elle n'éclaire pas grand-chose. Encore faut-il préciser que pour un certain nombre de ces sujets adolescents en errance, cette fabrication du corps psychique n'a pas été sans désillusion traumatique, sans la désillusion nécessaire dont parle Winnicott, n'a pas été en quelque sorte sans trahison de l'autre. Il ne s'agit pas de faire des procès aux mauvais parents. Il n'y a pas de bons parents de toute façon, et on n'est pas là pour être des bons parents à la place des bons parents chimériques. Mais il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place dans les grands complexes familiaux, de l'intrusion, du sevrage, de la séparation. Il y a, il est vrai dans ce risque, je prends les termes de Jean Furtos parce qu'ils m'éclairent, du passage de l'exclusion vers l'auto-exclusion, une rémanence des temps anciens où le sujet n'a pas réussi des opérations de séparation, parce qu'il a été soumis à des violences de l'arrachement. Mais bien sûr, il ne suffit pas de dire ça pour comprendre un phénomène qui est une réalité sociale, anthropologique et culturelle, plus exactement pour aider certaines équipes et moi-même à supporter les mouvements nécessaires d'hostilité, de honte, de haine et de régression que nous présentent certains de ces adolescents, dès lors qu'on leur impose quelque chose de l'ordre du lien. Alors je terminerai mes quelques remarques en soulignant que l'errance ne cherche pas un habitat tout fait et tout construit, il ne cherche en rien un relogement. On ne soigne pas un errant en le mettant dans une maison. Ce que cherche l'errance, c'est un lieu, ou plus exactement une promesse de lieu où il pourra être enfin accueilli dans la parole et retrouver dans le miroir des mots qu'il entend, des mots qu'il reçoit, des conduites qu'il exprime, des conduites au sein desquelles il s'insère, fussent-elles marginales et pourquoi pas délinquantes, trouver un lieu psychique, c'est-à-dire la possibilité d'être considéré par le regard, la voix et l'anticipation de L'. Autre, sans être tenu pour objet encombrant ou quantité négligeable, sans être pétrifié ou détruit. C'est cet habitat psychique que cherche l'errant. Il ne cherche pas à rentrer dans 4 murs avec un plancher et un plafond. Et ce n'est pas parce qu'on le met dans une maison qu'on a construit l'habitat psychique qu'il a déserté à mesure qu'il le réclame. Deuxième point clinique. Beaucoup de ces errants, que ce soit en France, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, je me suis trouvé impliqué dans des actions similaires à celles que je décris au Brésil, se plaignent d'un certain vacarme que fait en eux la vie psychique. Et c'est ce vacarme qu'ils cherchent également à faire taire en prenant de la drogue. Ce vacarme de la vie psychique, ce sont souvent des sujets pris sous la coupe d'un énoncé qui en témoigne le mieux. Cet énoncé, parfois comme un commentaire intérieur hissé à la présence d'une voix, c'est un énoncé de l'instabilité injonctive par « ne reviens pas », quelque chose comme ça, c'est une voix, « fous le camp, ne reviens pas ». Interdit de la case de départ, n'y retourne pas. Incertitude totale sur la case d'arrivée. Cette voix, nous l'avons tous entendue. Tout le monde l'a entendue, certes pas sur le modèle d'un cri muet qui résonne dans la tête, mais nous sommes toutes et tous façonnés par un énoncé qui nous dit « tu peux partir ». C'est ce qu'on appelle la séparation, le sevrage, etc. Je souligne d'emblée qu'un tel énoncé ne fonctionne qu'à la condition que se mette place, non pas l'énoncé d'un autre énoncé,
mais la promesse d'un autre énoncé ce n'est pas pareil, à savoir « et tu trouveras quelque chose et tu trouveras un point d'accueil ». Et c'est effectivement dans le folklore psychanalytique, qui en vaut bien d'autres, une des choses qu'on peut comprendre de ce fameux complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe, ce n'est pas seulement que le fils ne doit pas coucher avec la mère ou la fille avec le père. Évidemment, ce ne sont pas des trucs à faire, mais enfin on n'a quand même pas attendu la psychanalyse pour le savoir. Le complexe d'Œdipe, c'est que l'interdit se double une promesse, et que cette promesse ouvre le creuset de la représentation du sujet dans un discours où il va prendre les signifiants exogames, les signifiants d'ailleurs, les signifiants de l'autre pour se représenter. C'est ce parcours-là, où le sujet peut prendre les signifiants exogames pour se représenter, qui fait que nous sommes tous, si nous sommes civilisés, des êtres pouvant accueillir et pouvant se livrer au voyage et à l'exil, à condition évidemment de ne pas tomber sur des ministres de l'intérieur qui croient dur comme fer qu'il y a un intérieur. Dans les phénomènes d'errance, ce deuxième énoncé n'est plus laissé à la garde du sujet parce que, semble-t-il, il n'a jamais été formulé de façon aimante ou joyeuse par l'autre. Et le sujet se trouve sous la coupe d'un premier énoncé qui, faute de se raccorder à l'émergence possible d'un creuset d'un deuxième énoncé, se répète en boucle, ce qui induit parfois un certain nombre de débats cliniques dans lesquels il faut vite trancher et distinguant cette résonance de l'énoncé des intimations d'exclusion, avec une entrée dans la psychose. Dernier point, je m'en tiens là. Ces adolescents passeurs de vie, passeurs de génération, en impasse dans l'errance, nous interrogent non seulement sur nos fondamentaux, mais sur ce qui en nous fait point d'angoisse ou fait point de trauma. Et ils ont l'insolence de prendre appui là-dessus, ce qui indique bien qu'ils n'ont pas tant que ça besoin de spécialistes, mais besoin de gens qui ont été capables de faire un petit bout de chemin ici et ailleurs, et d'articuler pour les écouter cet ici et cet ailleurs. Je vous remercie de votre écoute. La pauvreté juste, injuste, dégradante et sanctifiante n'est plus ce qu'elle était. Antoine Lazarus, professeur responsable du département de santé publique et de médecine sociale à l'Université de Paris 13. Merci de votre invitation. Nous ne nous connaissions pas. Lorsque vous m'avez parlé au téléphone du projet de colloque, les défis de la précarité, psychanalyse et problèmes sociaux, j'ai entendu, pardonnez-moi, des psychanalystes s'aventurent dans un espace dont je ne sais pas très bien ce qu'ils en veulent. Je ne suis pas psychanalyste, pas psy, et si je suis praticien, la pratique clinique c'était autrefois, c'est pour essayer d'agir en amélioration sur les choses de la santé, c'est déterminant, c'est dispositif. Je me considère comme étant dans la même position subjective, à mon avis celle de tous les gens qui pratiquent et ou contribuent à la médecine et aux avancées en santé. Leurs usages des sciences fondamentales, des sciences humaines, les recherches qu'ils mènent, à la différence des chercheurs fondamentaux, et même en général des intellectuels, sont biaisés par l'attente de leur utilité comme support et parfois de rationalisation de leurs actions, de leur métier. Toutes ces questions, souffrance, engagement, médecine des prisons. J'ai été médecin des prisons dans les années 1970, j'anime toujours à la Maison des sciences de l'homme à Paris, le plus ancien groupe d'après 1968. 11 fois par an nous nous y réunissons, nous n'avons jamais arrêté. Michel Foucault avait demandé qu'on nous prête une salle. Cette espèce de long engagement, comment fait-on pour survivre avec ça ? Évidemment, c'est peut-être un peu le ton et ce que vous propose d'entendre de ma part, c'est qu'une certaine ironie, un peu distante sur soi-même me semble être la stratégie pour tenir. Parce qu'il fait tenir la durée sur ce genre de choses. Vis-à-vis de moi-même, mais aussi comme invité et comme invité on est quoi ? Une espèce de généraliste qui se parlerait à lui-même devant les gens qui l'invitent à venir se montrer pour les interroger, pour les conforter, pour les instruire. Mais ces gens qui invitent, sont souvent spécialistes de ce dont le généraliste qui se parle à lui-même vient parler. Dans les années 70, ici à Bruxelles je suis venu, temps ancien, pour représenter ce que l'on appelait en France une recherche coopérative sur programme du CNRS. Celle-là, Santé et Société groupait un ensemble un peu hétéroclite de chercheurs en sciences humaines sur la santé, ce qui était une innovation. Moi-même, j'avais été un des dirigeants étudiants de 1968 en médecine et de ceux qui avaient proposé d'inclure les sciences humaines dans les études médicales, et comme médecin, un peu frotté aux sciences humaines, je faisais partie de la RCP. Je devais intervenir sur le psychanalyste et l'argent.
Je portais certaines de nos idées de l'époque. Le temps du pouvoir par l'écrit devait se finir. La démocratisation des savoirs et des pouvoirs imposait d'inventer d'autres modes d'expression dont tous pourraient se saisir. Il faudrait aussi inventer d'autres modes de soins, d'autres modes de soigner et qui soient en dehors du discours de classe, en dehors de la verbalisation de classe, donc vraie question. Ensuite, la psychanalyse, parce qu'elle ne concernait qu'un tout petit nombre de gens par rapport à tous ceux qui en auraient eu besoin, j'appelais cela une industrie de luxe. On se posait la question de savoir si l'on pourrait imaginer des pratiques s'inscrivant ailleurs que dans un discours de type universitaire, qui est celui qui porte nos échanges, et des pratiques de psychanalyse de groupe. Bref. Et puis le sida est apparu dans les années 80. Incontournable quand on fait de la santé publique, et qui, surtout par la mise en échec des moyens thérapeutiques de la puissance médicale des premières années, vient ébranler, déformer les murailles de la toute-puissance technicienne qui repoussait jusque-là les questions existentielles, de finitude, de la conscience des limites et de la relativité des choses. Il y avait un aspect un peu mode, c'étaient les homosexuels, certains groupes, notamment en France, qui étaient touchés. Vous savez que Michel Foucault en meurt en 1984. Je ne sais pas s'il le savait ou pas. Par rapport à la panique mortelle et stigmatisante, on essaye de prendre un peu de distance, de parler. Or, quand on réunit ceux qui représentent la religion, éventuellement certains qui sont quelquefois du côté de la psychanalyse, qu'est-ce qu'on entend ? On entend uniquement parler de travail d'action sociale, de la manière de s'y prendre. Ils oublient ou cachent qu'ils sont éventuellement ceux qui par leurs croyances, leurs interprétations, leur science peuvent aider à voir et à dire autrement. C'est comme si on ne trouvait pas d'endroit où il soit possible de prendre du recul. Il faut que ce soit les malades, leurs associations, leurs proches qui inventent des mots, des rituels, qui deviennent formateurs de professionnels et des administrations de la santé. C'est avec ce passé-là que je me suis dit, la pauvreté juste, injuste, dégradante et sanctifiante n'est plus ce qu'elle était. Je suis expert de tout cela, dit-on. Un de ceux qui en France a aidé à monter les premiers grands programmes santé-précarité. Est-ce que c'est la précarité qui commence à altérer la santé ? Est-ce parce que la santé est altérée qu'il y a précarité ? La poule et l'œuf, vieille question et surtout, comment est-ce que cela se mesure ? De quoi s'agit-il ? Et de quoi s'agit-il, non seulement pour les gens eux-mêmes, mais de quoi s'agit-il pour nous les responsables et intervenants que nous sommes, quasiment tous payés par de l'argent public quand nous travaillons dans ce champ ? De ces gens, c'est nous qui fondons des catégories. Ils ne sont donc que ce que nous définissons, sauf dans des endroits comme Médecins du Monde, des accueils humanitaires où l'on attend les gens qui viennent tels qu'ils sont. Mais la plupart du temps, nous sommes dans un espace où l'idéologie du financeur, c'est-à-dire les gens qui nous payent, n'est pas la culture de ceux que nous prenons en charge. Vieille question que l'on a eu à traiter pendant des années sur les problèmes posés par l'usage des méthodes comportementalistes. Quand c'est un cadre de 50 ans qui, pour ces problèmes, va voir un comportementaliste, aussi sévère ou maternant soit-il, il choisit et c'est souvent lui qui paye. Quand ce sont des gens pris en charge pour des transgressions sociales, pour la pauvreté, pour des difficultés diverses par un dispositif dont ils ne connaissent absolument la logique, dont ils n'ont pas été demandeurs, pour lequel ils ne sont pas le payeur, la demande de modification de comportement peut viser un intérêt de la société qui n'est pas forcément le leur, ce qui évidemment pose problème. Pourquoi faut-il s'occuper des pauvres ? Pourquoi faut-il s'occuper des personnes précaires ? Faut-il que les politiques publiques s'en soucient ? Est-ce par altruisme ? Est-ce parce que ça fabrique des emplois ? On peut suivre son intuition, les pauvres, les appelle-t-on d'ailleurs des pauvres, c'est une autre catégorie, ce n'est pas nous. Que nous dit l'intuition vis-à-vis des pauvres ? Dans certains cas, c'est ils ne sont pas beaux, il faut les faire partir, dans d'autres cas, c'est notre devoir de nous en occuper, et dans le discours des religions monothéistes dominantes, c'est même un devoir supérieur, les premiers seront les derniers et si on ne s'occupe pas des pauvres, on sera puni dans l'au-delà. Je suis un de ceux qui depuis très longtemps pensent qu'on ne peut pas s'occuper de médecine et évidemment encore moins de santé publique sans travailler avec les gens des sciences humaines, sociologues, anthropologues, démographes, même si mes remarques précédentes soulignent les positions essentiellement différentes entre les chercheurs et les praticiens même quand ils cherchent et avancent ensemble. Cela me rappelle la période de 68, la conférence de presse sur la proposition d'introduction des sciences humaines en médecine,
commençant à expliquer que la naïveté, l'ignorance des phénomènes sociaux ne peuvent pas justifier le fait que les dispositifs ne voient pas les effets qu'ils produisent et que les responsables se contentent d'interroger leur conscience de praticien sur la qualité de leurs relations personnelles avec leurs patients. Donc, qu'est-ce que peut chercher un soignant, et même un travailleur social, quand il parle de précarité ou quand il se laisse emmener sur le terrain de la précarité? J'imagine qu'il cherche à nommer, à révéler et analyser un phénomène social, mais il cherche aussi à se situer par rapport à de la clinique individuelle. Si le phénomène s'appelle précarité, les gens qui viennent nous voir n'ont pas pour autant une tête de phénomène social, ce sont des personnes. Il faut donc définir des concepts, des méthodes, quantifier pour prévoir des moyens ou pour tenter d'évaluer ce que l'on fait, avoir les yeux fixés sur le général et s'occuper personnellement de chacun. Pour appréhender un phénomène, on a besoin d'indicateurs. On a besoin d'éléments mesurables, règles du jeu que l'on se donne. Il cherche à attraper de la réalité pour en faire un outil virtuel, intermédiaire, avec lequel on va pouvoir nommer les phénomènes et les mesurer. Est-ce que la précarité est un facteur de risque comme on dit en santé publique? C'est-à-dire une variable qui modifie la probabilité d'apparition d'un phénomène fâcheux, une variable qui fait qu'il y a plus ou moins de chances pour que quelque chose arrive. Dans le champ de la santé, est-ce que le fait d'être précaire augmente la chance d'avoir un trouble en santé plus que si on n'était pas précaire? Y a-t-il une corrélation? La réponse n'est pas toujours évidente. Quand vous recevez dans vos structures des gens qui viennent pour un trouble de santé physique et ou mentale et qui sont précaires en même temps, évidemment on fait l'association. Mais il y a peut-être beaucoup de gens qui sont précaires et qui n'ont pas de troubles de santé, ou beaucoup de gens qui ont des troubles de santé et qui ne sont pas précaires, ou en tout cas qui ne l'étaient pas au moment où la pathologie a démarré. La définition de la précarité reste encore aujourd'hui très éclairée par la très grande pauvreté, mais est-ce que c'est seulement de cela dont il s'agit? De mon point de vue, ce n'est pas suffisant, car si la précarité n'était que la situation de la très grande pauvreté, il est vraisemblable que ça ne donnerait pas cette espèce d'impression sociale inquiétante qui vient faire réfléchir ou miner beaucoup de nos certitudes sociales aujourd'hui. La précarité plus ou moins liée à la pauvreté a un fort impact sur l'imaginaire, individuel, collectif, et sur les comportements sociaux. Nous nous situons tous, même nos enfants, par rapport à l'imaginaire précarité aujourd'hui. Cela serait une des cases possibles de notre avenir individuel et collectif. La réussite sociale, gagner, vaincre, être le plus fort, en serait un versant, la précarité l'autre dans les représentations des statuts sociaux et de la destinée collective. La précarité est-elle un état objectivable? C'est-à-dire quelque chose qui se révèle par l'examen d'un observateur extérieur, qui se mesure, qui se compte, qui éventuellement se classe administrativement. Toi tu es classé dans le précaire en fonction de la réglementation de telle loi, et toi objectivement tu n'es pas précaire. Mais est-ce que la précarité est quelque chose d'objectif? Ou bien quelque chose qui relève du ressenti, c'est-à-dire de ce que l'on ressent soi-même, une démarche intérieure, une position qu'on a par rapport au monde? On peut de l'extérieur avoir l'air tout à fait précaire et être une personne solide, capable même en étant ouvrier chômeur d'avoir des enfants qui réussissent des études supérieures. D'un autre côté, on peut avoir l'air d'aller très bien socialement et se sentir très mal, incertain des choses, pas sûr de l'avenir. Est-ce que la précarité, c'est ce qui est objectif? Est-ce que c'est ce qui est ressenti? Évidemment, comme ce n'est pas toujours soit l'un soit l'autre, ça se donne sans doute la main, entre ce qui se voit et ce que les gens ressentent, et évidemment nous entrons dans le champ de la santé mentale dès qu'on se pose les questions de cette manière. Il faut se donner vraisemblablement une définition, minimale peut-être, au moins au niveau des équipes, dans une logique locale, départementale et au niveau d'un conseil général, pour que chacun puisse parler de la même chose. Mais sur quoi appuyer les définitions? Sur les éléments objectifs? C'est une question de contexte. Imaginez les paysans d'un pays pauvre dont les périodes de sécheresse sont imprévisibles, qui d'une certaine manière ne peuvent jamais... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.